Le propriétaire de l'hôtel se fit passer pour un client cette nuit-là, pour découvrir qui le volait en silence. La femme de chambre du 8e étage répondit à un appel d'une voix brisée, et en moins d'une minute, l'homme aux bras croisés comprit que la voleuse n'était pas elle. Le couloir du 8e étage du Grand Hôtel de la Rose sentait le parfum cher et le silence acheté. Les lumières tamisées des appliques dorées tombaient sur l'épaisse moquette, de manière à ne pas laisser d'ombre. Il était presque minuit, et la ville dormait déjà. Mais à l'intérieur, sous cette lumière douce et dorée, deux personnes qui ne s'étaient jamais vraiment croisées étaient sur le point de se heurter de la seule manière qui change le cours des choses. Alexandre Beaumont de Valois, propriétaire absolu du groupe hôtelier Beaumont, était appuyé contre le mur du fond du couloir depuis plus d'une heure, vêtu sans ostentation, sans montre visible, sans rien qui puisse le trahir. Quiconque passait par là le prendrait pour un client insomniaque qui était sorti se dégourdir les jambes. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Il avait planifié cette nuit pendant des semaines. Il était arrivé à l'hôtel sous un faux nom. Il s'était installé dans une suite du 7e étage, juste en dessous de l'étage exécutif. Il avait dîné seul au restaurant. Il avait commandé le service en chambre. Il avait observé en silence chaque visage qui traversait son champ de vision, sans que ces visages sachent qu'ils étaient évalués par l'homme dont le nom figurait gravé en bronze à l'entrée de l'immeuble. Il avait une raison, une vieille, douloureuse raison, qui l'avait transformé en ce qu'il était maintenant, un homme qui ne faisait confiance à personne de sa propre équipe. Des années auparavant, son propre frère associé lui avait siphonné une part importante du patrimoine familial avant de disparaître du pays. Alexandre avait appris à l'époque une leçon qui ne l'avait plus quitté. Le voleur vit toujours à l'intérieur de la maison. Et cette nuit-là, après des mois de petites incohérences dans les rapports financiers du Grand Hôtel de la Rose, sa propriété phare, le joyau de la chaîne, il avait décidé de faire ce qu'aucun entrepreneur sensé ne ferait, s'infiltrer personnellement, sans prévenir personne, pas même Antoine Laurent, son directeur historique, l'homme qu'il considérait comme son bras droit depuis tant d'années. Le plan était simple. Passer 2 nuits à arpenter les couloirs comme un client anonyme, observer le personnel, identifier le traître. Ce qu'Alexandre ne savait pas, en attendant appuyé contre ce mur, c'est que le véritable traître était bien plus proche de lui qu'il n'aurait jamais pu le soupçonner. Et que la personne qu'il était sur le point de rencontrer dans le couloir, la personne qu'il avait décidé de surveiller en premier pour une raison qu'il ne se rappelait presque plus, était exactement la seule personne de l'étage qui allait cette nuit-là lui sauver tout ce qu'il croyait avoir perdu. Au bout du couloir, une porte de service s'ouvrit. Sophie Dubois sortit en poussant un chariot avec des serviettes pliées. Mère célibataire, femme de chambre depuis des années dans cet hôtel, femme aux mouvements discrets et à la mémoire entraînée, qui se souvenait de chaque détail de chaque chambre qu'elle nettoyait. Elle avait les cheveux attachés avec une simple pince, le tablier blanc impeccable et la posture droite de celle qui sait que l'invisibilité fait partie du travail. Alexandre la regarda depuis son coin. Il nota mentalement l'heure, il nota mentalement la direction de ses pas, il nota mentalement la chambre devant laquelle elle s'arrêta, la suite 814. La suite 814 lui disait quelque chose, mais il ne se souvenait plus quoi. Sophie frappa à la porte de 2 coups doux. Elle attendit, frappa de nouveau, puis utilisa la clé de service et entra. La porte resta entr'ouverte. Alexandre réussit à entendre de loin la voix fragile d'une femme âgée qui saluait la femme de chambre avec une affection qui n'avait rien de protocolaire. « Madame Odette, je vous ai apporté vos serviettes et les médicaments que vous avez demandés à la réception cet après-midi. Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Ah, Sophie, ma petite, entrez, entrez, ma chère. » Alexandre fronça les sourcils. « Ma petite, ce n'était pas le salut d'une cliente à une employée, c'était autre chose, c'était un salut d'appartenance. » Il sortit discrètement son téléphone portable de sa poche, chercha dans le système interne de l'hôtel, auquel il avait un accès complet depuis son téléphone privé, sans que personne de l'équipe ne le sache, l'enregistrement de la suite 814. Il le trouva, et, en le voyant, sentit quelque chose, en lui se glacer. Madame Odette Moreau, cliente permanente. Elle vivait dans cette suite depuis des années. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans le rapport, quelque chose qu'il n'avait jamais lu parce qu'il n'était jamais descendu aux détails des comptes individuels des clients permanents. C'était des affaires du directeur Antoine, quelque chose qui, maintenant, brillait soudainement sur l'écran du téléphone comme une alarme silencieuse. Le compte mensuel de Madame Odette avait des frais qui ne correspondaient pas à son profil. Service de spa qu'elle n'avait jamais utilisé. Dîner au restaurant à des heures où elle ne descendait jamais.
bouteilles de vin coûteux consommées dans des chambres qui n'étaient pas les siennes. Alexandre resta à regarder l'écran. Ce compte était gonflé de frais fantômes depuis des mois. Et puis, avant qu'il ne puisse traiter ce qu'il voyait, il entendit autre chose. À l'intérieur de la suite, la voix fragile de Madame Odette monta d'un ton. Elle passa du salut affectueux à quelque chose de différent, quelque chose qui sonnait comme de l'inquiétude. « Ma petite, j'ai encore reçu une facture de l'hôtel. Savez-vous ce qui se passe? Je ne suis pas sorti de cette chambre depuis une semaine, ma petite. Mais sur mon compte, il y a des frais pour des choses que je n'ai pas demandées. Que dois-je faire, Sophie? Je n'ai plus d'argent. » Il y eut un silence. Puis la voix de Sophie répondit doucement, très doucement. Si doucement qu'Alexandre dut avancer de 2 pas dans le couloir pour l'entendre. « Madame Odette, ne vous inquiétez pas, cette nuit, je vais me renseigner, je vous le promets. Mais s'il vous plaît, ne signez rien avant que je ne vous reparle. Et si quelqu'un du personnel frappe à votre porte à des heures indues, n'ouvrez pas. Vous m'entendez? Sophie, ma petite, que se passe-t-il dans cet hôtel? Madame Odette, je ne peux pas encore vous le dire, mais faites-moi confiance. Comme je vous fais toujours confiance. » Alexandre serra son téléphone dans sa main. Le sang lui monta à la tête. « Comme je vous fais toujours confiance. » Ces mots avaient un poids qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer. Sophie sortit de la suite, ferma la porte avec soin, appuya un instant son front contre le bois. Alexandre, du fond du couloir, réussit à voir le geste. La femme de chambre respira profondément. Puis elle se redressa, ramassa le chariot et commença à marcher vers la porte de service. Mais avant d'atteindre l'ascenseur, son téléphone sonna, une sonnerie basse, presque honteuse, dans la poche de son tablier. Sophie le sortit à la hâte, regarda l'écran et, quand elle vit qui appelait, tout le corps de la femme changea. Alexandre le remarqua. Il remarqua comment ses épaules se tendirent, comment sa main libre s'appuya contre le mur du couloir pour se soutenir, comment sa respiration devint courte. Elle répondit « Bonjour. Oui, c'est moi, oui. Pause. Comment dites-vous » Pause plus longue. « Mais docteur, ce n'est pas possible. J'ai payé l'ordonnance il y a 2 jours. J'ai laissé le justificatif dans le tiroir de la pharmacie. La voix de Sophie se brisa. Elle se fendit en 2 comme un verre fin. Alexandre, de son coin, resta très immobile. Cette femme écoutait quelque chose au téléphone qui la faisait s'effondrer en silence au milieu d'un couloir d'hôtel 5 étoiles. « Docteur, s'il vous plaît, ne suspendez pas les médicaments de Léo cette nuit. J'irai à la pharmacie demain matin à la 1re heure. Je vous jure que j'irai, mais ne les suspendez pas, s'il vous plaît. » Autre pause plus longue, plus dense. « Combien ?» Pause. « Combien exactement ?» Pause. Et puis Sophie Dubois, la femme qui pendant des années avait été invisible à cet étage, appuya son dos contre le mur du couloir et glissa lentement jusqu'à s'asseoir sur le sol, le téléphone toujours contre l'oreille et les yeux pleins de larmes qu'elle ne s'autorisait pas à laisser tomber. « Docteur, je vous promets que demain j'irai. Demain sans faute. Ne suspendez juste pas les médicaments cette nuit. » Elle coupa l'appel. Elle resta assise sur le sol, porta sa main libre à sa bouche pour ne pas faire de bruit, puis leva les yeux et vit, debout au fond du couloir, un client inconnu qui l'observait les bras croisés. Sophie se redressa immédiatement, s'essuya les yeux du revers de la main, rajusta son tablier, fit tout ce que le manuel du Grand Hôtel de la Rose lui avait appris à faire quand un client la trouvait à un moment où il n'aurait pas dû la voir, mais quelque chose en elle cette nuit-là ne réussit pas à se composer entièrement. « Excusez-moi, monsieur. Avez-vous besoin de quelque chose? Si vous me permettez, je vous apporte tout de suite ce que vous désirez. » La voix de l'homme du fond sortit tranquille, basse, sans aucune exigence. « Je n'ai besoin de rien. J'étais juste ici. Excusez-moi de vous avoir vu à ce moment-là. Ce n'était pas mon intention. » Sophie acquiesça, ramassa le chariot, fit le geste de se retirer, mais avant qu'elle ne puisse passer à côté du client, l'homme parla de nouveau, cette fois d'une voix qui avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas la curiosité d'un client, quelque chose qu'elle, sans savoir pourquoi, identifia instantanément comme dangereux. « Madame, une seule question. La dame de la suite 814 a des problèmes avec son compte depuis longtemps ?» Sophie s'arrêta net et sut, à cet instant précis, que l'homme aux bras croisés au fond du couloir du 8e étage n'était pas un client ordinaire, et que la question qu'il venait de poser la plaçait cette nuit-là devant la plus grande décision de sa vie, d'adulte. Sophie resta immobile au milieu du couloir, les mains serrées sur le chariot. L'homme du fond n'avait pas bougé. Il était toujours les bras croisés, avec ce regard qui n'était pas celui d'un client, attendant une réponse qu'elle n'avait pas encore décidé de lui donner. Une partie de Sophie,
la partie prudente, la partie qui pendant des années avait appris à survivre en gardant le silence, lui criait de l'intérieur de mentir, de dire qu'elle ne comprenait pas la question, de se retirer poliment, d'aller pleurer dans les toilettes du personnel et de recommencer la journée demain, comme si de rien n'était. Mais l'autre partie de Sophie, la partie qui venait d'entendre le médecin lui dire qu'ils allaient suspendre les médicaments de Léo cette même nuit, la partie qui venait de promettre à Madame Odette qu'elle allait découvrir ce qui se passait, la partie qui portait depuis des mois des questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute, cette partie lui dit autre chose. Elle lui dit que c'était peu, être la dernière chance que la vie allait lui donner de parler. Elle respira profondément. « Monsieur, excusez-moi, pourquoi demandez-vous des nouvelles du comte de Madame Odette ?» L'homme du fond hésita à peine une fraction de seconde. Puis il fit 2 pas en avant, sortit de la zone sombre de l'applique dorée, et pour la première fois, Sophie put le voir sous une meilleure lumière. Ce n'était pas un jeune client, ce n'était pas un homme nerveux, c'était un homme mûr, à la présence tranquille, de ceux qui ont commandé pendant des années, sans avoir besoin d'élever la voix. Et à cet instant, en le regardant de près, Sophie comprit quelque chose de plus. Ce visage, elle l'avait déjà vu, quelque part, sur un document de l'hôtel, sur un tableau du hall, sur une brochure d'entreprise qui avait circulé parmi le personnel. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être possible. « Madame, » dit l'homme d'une voix basse et ferme, « je m'appelle Alexandre Beaumont de Valois, et cet hôtel est le mien. » Sophie porta sa main libre à sa bouche. Tout son corps trembla. Elle porta ses 2 mains à sa poitrine, puis à son tablier, puis de nouveau à sa bouche. Pendant une fraction de seconde, elle fut incapable de parler. « Monsieur Beaumont, tranquille madame, s'il vous plaît, je ne suis pas venu vous effrayer, je suis venu comprendre. Cette nuit, je suis dans mon propre hôtel, déguisé en client pour une raison très précise, et je vais vous demander, avec tout le respect que vous méritez, après ce que je viens de voir, de me faire confiance pendant les prochaines minutes. Ce que vous déciderez de me dire ou de ne pas me dire n'affectera pas votre travail. Je vous donne ma parole, et ma parole dans cet immeuble est la seule chose qui vaille plus que ma signature. » Sophie tenta de répondre, sa voix ne sortit pas, elle acquiesça. Alexandre continua de parler avec le même calme. « J'ai entendu une partie de votre appel avec le médecin. Je ne voulais pas écouter, mais je l'ai entendu. Et avant que vous ne me demandiez pourquoi un homme comme moi se soucie de ce qui arrive cette nuit à une employée de son hôtel, je vais vous répondre avant que vous ne le demandiez. Parce que depuis des années, quelque chose ne va pas dans cet immeuble, et parce que la femme qui est dans la suite 814, Madame Odette, vient d'apparaître sur un écran avec un compte qu'elle ne devrait pas avoir, un compte gonflé de frais qu'elle n'a jamais demandé. Et parce que quand vous êtes entré dans cette suite il y a 10 minutes, elle vous a traité comme si vous faisiez partie de sa famille, et cela m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. » Sophie s'appuya contre le mur. Ses jambes la soutenaient à peine. Elle sentait le téléphone serré dans sa paume, comme si la voix du médecin était toujours de l'autre côté. « Monsieur Beaumont, Madame Odette est comme ma famille. Je la connais depuis de nombreuses années. Avant que je ne commence à travailler dans cet hôtel, Madame Odette et son défunt mari ont connu ma mère, à paix à son âme. Quand ma mère est décédée et que je me suis retrouvé seul avec un fils nouveau-né, c'est Madame Odette qui m'a aidé à trouver ce travail. Je dois à cette dame le peu que j'ai, et depuis des mois, monsieur, il se passe quelque chose avec son compte, et avec d'autres comptes aussi, des comptes de clients âgés, de clients permanents qui ne sortent pas de leur chambre. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, monsieur, mais j'avais peur de parler parce que mon fils Léo dépend d'un médicament qui coûte l'équivalent d'un salaire entier. Et si je perds ce travail, mon fils perd son traitement. » Alexandre l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il respira profondément. Sa mâchoire était serrée. « Madame, dites-moi votre nom. »« Sophie Dubois, monsieur. »« Madame Sophie, votre fils Léo aura ses médicaments cette nuit. Ne me demandez pas comment, faites-moi juste confiance. Et à partir de ce moment, ce jeune homme aura ses médicaments tous les mois que la vie lui exigera sans que vous ayez jamais plus à demander à un médecin de ne pas les suspendre. Cela proviendra de la fondation d'entreprise que ma propre entreprise entretient pour les cas sociaux et qui jusqu'à présent ne vous a jamais été offerte parce que personne dans ma direction n'a jugé important de vous en parler. » Sophie porta ses 2 mains à son visage. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle puisse les éviter. Ce n'était pas un sanglot bruyant. C'était le sanglot silencieux, ancien, contenu pendant des mois, d'une femme qui recevait enfin un soulagement qu'elle ne s'attendait jamais à recevoir. Mais Alexandre ne la laissa pas s'enfoncer dans l'émotion. Il lui parla avec la fermeté douce des hommes qui comprennent que ce n'était pas encore le moment de se reposer.
Madame Sophie, j'ai besoin que vous me racontiez tout, mais avant, j'ai besoin que vous me répondiez une seule chose, avec une honnêteté absolue, même si la réponse vous semble dangereuse. Oui, monsieur. Qui, dans cet hôtel, vous donne des ordres concernant les chambres des clients permanents? Qui est la personne qui signe les mouvements de compte de Madame Odette et des autres clients âgés que vous venez de me mentionner? Sophie déglutit. Elle savait que prononcer. Ce nom à voix haute, devant le propriétaire de l'hôtel, dans le couloir du 8 étages, presque à minuit, pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait construit jusqu'alors. Mais elle savait aussi, avec une nouvelle clarté, que le taire lui coûterait quelque chose de bien pire. Elle le dit, Monsieur Antoine Laurent, monsieur, le directeur général de cet hôtel. Alexandre Beaumont de Valois ne bougea pas, ne scia pas. Il ne fit aucun geste. Mais à l'intérieur, en silence, il sentit 20 ans de confiance aveugle commencer à s'effondrer au ralenti. Antoine, l'homme qu'il avait considéré comme son bras droit avant même d'hériter de la chaîne. L'homme qui avait été aux côtés de son père lors de la fondation du premier hôtel de la famille. L'homme qui était le parrain de sa fille aînée. L'homme qu'il n'avait jamais, même dans le plus sombre de ses pensées paranoïaques, mis sur la liste des suspects. C'est lui, Madame Sophie. La voix d'Alexandre sortit rauque, différente. J'ai besoin que vous ne rentriez pas chez vous cette nuit par la porte principale. J'ai besoin que vous récupériez vos affaires dans les vestiaires du personnel sans passer par le bureau de direction. Et j'ai besoin que demain matin, à la première heure, vous vous présentiez à l'adresse que je vais vous envoyer sur votre téléphone portable maintenant. Il y aura quelqu'un pour vous attendre. Une avocate en qui j'ai entièrement confiance. Elle s'appelle Camille Delacroix. Vous lui raconterez tout ce que vous venez de me raconter et bien plus encore. Vous comprenez? Je comprends, monsieur. Une dernière chose. Oui, monsieur. Monsieur Armand, le vieux concierge du hall. Vous le connaissez? Sophie acquiesça. Monsieur Armand sait des choses qu'il n'a jamais dites à personne. Si vous lui faites confiance, dites-lui cette même nuit, avant de quitter l'immeuble, qu'Alexandre veut voir ce qu'il garde. Seulement ça. Alexandre veut voir ce qu'il garde. Il comprendra. Sophie acquiesça de nouveau, les yeux encore humides. Alexandre se retourna pour se retirer, mais avant de traverser la zone sombre du couloir, il s'arrêta. Il se retourna par-dessus son épaule, la regarda. « Madame Sophie, cela fait des années que je n'ai pas entendu une personne de mon propre hôtel me dire la vérité. Cette nuit, sans le savoir, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu. Et cela, madame, ne se paie pas avec un salaire. » Il marcha jusqu'à l'ascenseur, les portes s'ouvrirent. Il entra, les portes se fermèrent. Sophie resta seule dans le couloir, toujours appuyée contre le mur, le téléphone à la main et les yeux pleins de larmes. Mais à l'intérieur d'elle, pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait pas de peur. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il y avait la sensation fragile mais réelle que cette nuit venait de commencer une autre histoire et que l'histoire qui venait de se clore, l'histoire de la femme qui se taisait pour survivre, n'allait plus jamais s'ouvrir. À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Antoine Laurent terminait un appel téléphonique avec son neveu Théo. Il souriait. Il venait de clore un autre compte gonflé pour la suite 814. Madame Odette, disait-il en riant, était la proie la plus prévisible de toutes. Antoine ne savait pas, en raccrochant le téléphone et en se servant un verre court du buffet, que dans le couloir du 8e étage, une femme de chambre venait de prononcer son nom devant le seul homme au monde qui ne lui pardonnerait jamais cela. Sophie poussa le chariot vers l'ascenseur de service, son cœur lui frappant les côtes comme un poing sans mètre. Le couloir du 8e étage était toujours vide. Les appliques dorées étaient toujours allumées. La moquette continuait d'absorber chaque pas, mais la femme qui avançait maintenant vers la porte du fond n'était pas la même femme qui était sortie des vestiaires du personnel cet après-midi-là. Cette femme n'existait plus. Celle qui avançait maintenant était une autre, une qui portait le nom d'Antoine Laurent, prononcé à voix haute et toujours suspendu dans l'air du couloir. Une qui avait reçu des instructions précises du seul homme de l'immeuble dont la parole valait plus que n'importe quelle signature. Les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Sophie entra. Elle appuya sur le bouton du sous-sol. Tandis que les portes se fermaient, elle répéta mentalement, mot pour mot, la phrase exacte qu'Alexandre lui avait demandé de dire au vieux concierge du hall. Alexandre veut voir ce qu'il garde. Seulement ça. Sans plus, sans explication, l'ascenseur descendit en silence. Sophie se regarda dans le miroir latéral, rajusta son tablier, s'essuya les marques de larmes du revers de la main. Quand les portes s'ouvrirent au sous-sol, on ne voyait plus qu'elle avait pleuré. Elle traversa le couloir de service, monta par l'escalier latéral jusqu'au hall principal. Le hall, à cette heure-là,
était déjà presque vide. Seuls 2 clients lointains consultant quelque chose à la réception et, près du comptoir, une figure qui connaissait chaque millimètre de cet immeuble, avant même qu'elle ne naisse. Monsieur Armand Leroy, le concierge historique du Grand Hôtel de la Rose, homme qui passait des décennies dans ce hall, terminait de plier un journal quand il vit Sophie s'approcher. Il leva à peine les yeux et, pour une raison qu'elle ne comprit pas au premier instant, les vieux yeux du concierge restèrent fixés sur son visage comme s'il l'attendait déjà. « Monsieur Armand, dites, ma petite. » Sophie jeta un bref coup d'œil de chaque côté. La réceptionniste de nuit était occupée avec l'un des clients. L'autre client avait ses écouteurs. Personne ne les regardait. Elle approcha ses lèvres du comptoir, baissa la voix. « Monsieur Armand, Alexandre veut voir ce que vous gardez. » Le concierge ne répondit pas immédiatement. Pendant une seconde entière, son visage ne montra aucune émotion. Puis, très lentement, il posa le journal plié sur le comptoir, appuya ses 2 mains sur le bois et exhala un long soupir qui semblait avoir été retenu dans sa poitrine pendant de nombreuses années. « Ma petite, êtes-vous sûre de ce que vous me dites ? » « Je suis sûr, monsieur Armand. Il m'a lui-même demandé de vous dire cette phrase. Cette nuit, dans le couloir du 8 étages, il était avec moi. Des choses se sont passées, monsieur Armand. Quelque chose que je ne peux pas vous raconter ici. » Le concierge acquiesça, porta sa main à la poche intérieure de sa veste, en sortit un mouchoir blanc, le déplia, s'essuya le front d'un petit geste silencieux. Quand il regarda de nouveau Sophie, il y avait dans ses yeux un mélange de soulagement et de fatigue qu'elle n'osa pas déchiffrer. « Cela fait plus de 15 ans que j'attends cette phrase, ma petite. » Sophie sentit quelque chose lui glisser le long de la colonne vertébrale. Cette réponse lui disait, sans qu'il soit besoin d'explication, que le vieux concierge avait des soupçons depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, et que lui aussi, à sa manière, attendait une nuit comme celle-ci. « Monsieur Armand, vous saviez ? » ?»« Je ne sais rien, ma petite. Je garde. Mon métier est de garder. Ce qu'un vieux concierge garde dans un tiroir chez lui, personne ne le cherche. Et c'est exactement ce qui fait qu'un jour ça sert. » Monsieur Armand lui fit un petit signe de la main pour qu'elle se retire. Il lui dit à voix basse, avant qu'elle ne s'éloigne du comptoir, « Allez tranquille, ma petite. Je m'occupe de mes affaires et remerciez monsieur Beaumont de ma part d'avoir fait confiance à ce vieil homme, après tant d'années, à ne faire confiance à presque personne. » Sophie acquiesça, se retira, ramassa ses affaires du vestiaire du personnel, sans passer par le bureau de direction, exactement comme Alexandre le lui avait demandé. Et quand elle sortit du Grand Hôtel de la Rose par la porte latérale de service, la rue était froide, vide, et la ville dormait encore, sans savoir qu'à l'intérieur de cet immeuble venait de commencer une autre histoire. À quelques pâtés de maisons de là, dans un appartement modeste d'un quartier aux rues étroites, Léo Dubois ne parvenait pas à dormir. Le jeune homme, fils unique de Sophie, s'était tourné et retourné dans son lit pendant plus d'1 heure, regardant le plafond. La faible lumière de la rue entrait par les stores baissés de sa chambre et dessinait de fines bandes sur le mur. Léo savait que sa mère était en service de nuit à l'hôtel. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était l'étrange fatigue qui pesait sur lui cette nuit, une sensation nouvelle dans la poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qui reconnaissait la sensation d'un jour où sa mère arriverait différente. À côté de lui, sur la table de chevet, le flacon de ses médicaments était presque vide. Léo savait exactement combien de comprimés il restait. Il le savait parce qu'il avait appris très jeune à compter ce qui maintenait sa vie. 4 pilules, 2 pour le lendemain, 2 pour le jour d'après, puis rien. Puis cela dépendait de sa mère et sa mère, cette nuit, avait son téléphone éteint depuis un moment. Ce n'était pas normal non plus. Le jeune homme se redressa dans son lit, s'assit au bord, regarda le flacon un long moment, puis prit son téléphone, composa le numéro de sa mère, et cela sonna et sonna jusqu'à ce que finalement la voix de Sophie, plus brisée que d'habitude, réponde. « Ma vie, maman, tu ne répondais pas. Où es-tu ? » « Je rentre à la maison, mon fils. Je viens juste de sortir. »« C'est tard pour ta sortie, maman. » Il y eut une pause de l'autre côté, une pause que Léo reconnut aussitôt, la pause que sa mère faisait quand elle décidait quoi raconter et quoi taire. « Maman, il s'est passé quelque chose ? » ?»« Il s'est passé beaucoup de choses, ma vie, bonnes ou mauvaises. » Autre silence. Et puis une réponse que le jeune homme n'avait jamais entendue sortir de la bouche de sa mère avec ce calme. « Mon fils, je ne sais pas encore très bien, mais cette nuit, il m'est arrivé quelque chose qui change beaucoup de choses. Je ne vais pas te mentir, mais je ne peux pas non plus tout te raconter par téléphone. Je te le raconterai quand j'arriverai. »« Oui. »« Maman, tu as été renvoyée ? » ?»« Non, ma vie, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le premier jour depuis des années
Ou quelqu'un dans cet hôtel m'a vraiment vu? Léo porta sa main libre à son visage. Il ne sut que répondre. Cette phrase avait un poids que sa mère ne lui avait jamais permis de porter auparavant. Quelqu'un m'a vraiment vu. Tant d'années d'invisibilité, tant d'années où il avait senti, sans pouvoir le dire, que le monde traitait sa mère comme si elle n'existait pas. « Maman, viens vite. J'arrive, ma vie. » Le jeune homme coupa l'appel, se leva du lit, marcha jusqu'à la cuisine, se servit un verre d'eau et, pendant qu'il buvait, au milieu de ce silence nocturne, il entendit à la porte de l'appartement un bruit qui n'appartenait pas à cette heure. 3 coups, secs, lents, espacés, comme les coups de quelqu'un qui sait exactement à quelle porte il frappe. Léo resta très immobile. Sa mère était encore en chemin, et personne d'autre n'avait de raison de frapper à la porte de cet appartement à cette heure-là. Il marcha lentement jusqu'à l'œilleton, posa son œil et vit, de l'autre côté, un jeune homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Costume sombre, sac à dos sur l'épaule, la posture de quelqu'un qui cherche une personne spécifique. Le jeune homme de l'autre côté frappa de nouveau, 3 autres coups, exactement comme les précédents, et dit d'une voix qui filtra par la fente de la porte. « Famille Dubois, je suis du laboratoire Pradel Vasquez. Je suis venu livrer un envoi urgent. J'ai ordre de ne pas partir sans que le colis soit reçu. » Léo porta sa main à sa poitrine. Le laboratoire Pradel Vasquez était le laboratoire qui produisait ces médicaments. Les médicaments que le médecin avait annoncé quelques heures plus tôt qu'ils seraient suspendus. Et à cette heure, jamais un laboratoire ne livrait quoi que ce soit en main propre. Pendant ce temps, dans une rue centrale de la ville, Alexandre Beaumont de Valois marchait en serrant son téléphone contre son oreille. Il parlait à voix basse mais ferme. « Camille, j'ai besoin que tu prépares tout pour demain matin à la 1e heure. Une femme appelée Sophie Dubois arrivera à ton bureau. Elle sera notre meilleure source. Je veux que tu la traites comme si elle était une conseillère senior du groupe. Tu m'as bien comprise? Comme si elle était une conseillère senior, pas comme une employée. » De l'autre côté de la ligne, Camille Delacroix, auditrice interne d'entreprise du groupe Beaumont, femme d'une rigueur chirurgicale qu'il avait embauchée des mois auparavant, précisément pour des situations comme celle-ci. Elle écoutait avec la concentration froide de ceux qui comprennent qu'ils entrent dans une grande affaire. « Alexandre, quel poste occupe cette dame aujourd'hui ?» Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Femme de chambre, Camille. » Camille mit 2 secondes à répondre. Quand elle le fit sans surprise. « Compris, Alexandre. Je la recevrai comme une conseillère senior. » Autre chose? Oui. Appelle maintenant la fondation d'entreprise pour qu'il débloque le fonds d'urgence médicale. Cette même nuit, un mineur nommé Léo Dubois a besoin de médicaments urgents, mobilise tout. Que le laboratoire Pradel Vasquez lui fasse parvenir l'envoi cette nuit, quelle que soit l'heure, et que le coût soit viré directement depuis le compte du groupe, pas depuis le compte de l'hôtel. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel de la Rose ne doit être informée de ce mouvement. Tu m'as bien comprise, Camille? Sous aucun prétexte. Je t'ai comprise. Je le fais maintenant. Alexandre raccrocha, continua de marcher. La ville autour de lui parut, pour la première fois depuis des années, un endroit qu'il ne contrôlait pas entièrement, mais aussi pour la première fois depuis des années, un endroit où quelque chose pouvait encore être sauvé. De retour à l'appartement de la famille Dubois, Léo ouvrit la porte avec le verrou en place, sans enlever la chaîne. Le jeune homme en costume sombre inclina la tête avec respect. Il tenait une enveloppe scellée dans une main et un petit colis réfrigéré dans l'autre. « Excusez-leur, jeune homme. J'ai ordre de ne pas remettre cet envoi à quelqu'un qui n'est pas le destinataire ou un membre de sa famille directe. Ce sont des médicaments de continuité stricte. Nous avons appelé le téléphone de votre mère et elle n'a pas répondu. Nous sommes venus directement. Si vous me signez la réception, je laisse le colis ici et je me retire. » Léo regarda l'enveloppe. Sur l'expéditeur, il était écrit en lettres claires. « Fondation d'entreprise Beaumont, unité d'urgence sociale. » Le jeune homme sentit le monde s'incliner d'1 degré. Beaumont, la chaîne hôtelière où sa mère travaillait, l'entreprise qu'il avait imaginée pendant des années comme un bâtiment froid de l'autre côté de la ville, où personne ne se souvenait que sa mère existait. Et de cette même entreprise, cette même nuit, un colis de médicaments arrivait à la porte de l'appartement, portant le nom de sa mère écrit sur le côté. Léo signa la réception, la main encore tremblante. Le jeune homme du laboratoire lui remit le colis réfrigéré, fit une petite révérence professionnelle et se retira sans rien dire de plus. Le jeune homme ferma la porte, resta debout dans le couloir de l'appartement, le colis entre les mains. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, parfaitement conservés, se trouvaient les médicaments dont il aurait besoin pour les prochains mois.
Et à côté des médicaments, une petite carte imprimée avec une seule ligne écrite à la main. Pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. AB. Léo lut la carte 3 fois, et puis, la carte serrée contre sa poitrine, il entendit la clé de sa mère tourner dans la serrure de la porte principale. Sophie entra dans l'appartement. Elle avait les yeux fatigués. Elle avait le visage d'une nuit de 100 ans. Mais quand elle vit son fils debout au milieu du couloir, la boîte du laboratoire entre les mains et la carte sur la paume, elle sut, sans avoir besoin de demander, que quelque chose dans ce foyer venait de changer pour toujours. Mère et fils se regardèrent en silence. Et puis Léo, la voix brisée, dit seulement « Maman, qui est Abbé ?» Sophie sentit l'air lui quitter la poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. La sonnerie coupa le silence de l'appartement comme un couteau. C'était un message de Camille Delacroix. 2 lignes. « Madame Dubois, je vous attends demain dans mon bureau, et s'il vous plaît, apportez avec vous tout document que vous avez concernant les mouvements de la suite 814. Cette nuit, un client de l'hôtel de la Rose a tenté d'annuler sans préavis la réservation de Madame Odette Moreau. L'opération a été stoppée à temps, mais elle n'est plus en sécurité dans cet hôtel. An aunt phrase, in the fenced straight waters, finest waters, like things the mention. Sophie porta sa main libre à sa bouche. Antoine Laurent venait de bouger la première pièce pour se débarrasser de la preuve vivante. Et la preuve vivante était une vieille femme sans défense qui vivait seule dans la suite 814 du Grand Hôtel de la Rose. Sophie lut le message de Camille 3 fois avant de bouger. Puis elle leva les yeux vers son fils, qui était toujours debout dans le couloir de l'appartement, le colis du laboratoire entre les mains et la carte serrée contre sa poitrine. Elle dit « Je dois retourner à l'hôtel maintenant. Maman, tu viens juste d'arriver. Je sais, Léo, mais il y a une personne dans cet hôtel qui est seule, une personne qui m'a protégé quand j'avais ton âge, et cette nuit, ils ont tenté de la faire sortir de sa chambre sans prévenir. » Léo ne posa plus de questions, baissa les yeux vers le colis, puis regarda sa mère, et pour la première fois de la nuit, sur le visage du jeune homme apparut quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était la décision adulte d'un fils qui comprend, en une fraction de seconde, que sa maman ne demande plus la permission de vivre. « Va, maman, je range ça dans le réfrigérateur. Prends soin de Madame Odette. Je vais bien ici. » Sophie s'approcha, lui embrassa le front, lui caressa la nuque de la main libre, lui murmura quelque chose que Léo allait se souvenir le reste de sa vie, même si aucun des deux ne le savait encore. « Ma vie, si cette nuit je n'arrive pas pour le petit déjeuner, prends cette carte que tu as en main, celle qui dit AB. Appelle le numéro qui est au dos de la carte, et tu dis à cette personne, sans trembler, que tu es le fils de Sophie Dubois. Cette personne prendra soin de toi. » Léo acquiesça en silence. Il avait les yeux brillants mais ne laissa tomber aucune larme. Il réalisa que cette nuit sa mère le traitait pour la première fois comme un adulte et comprit que la seule manière correcte d'honorer ce traitement était de répondre avec la hauteur de l'adulte qu'elle voyait. Sophie sortit de l'appartement. Le Grand Hôtel de la Rose à cette heure-là semblait déjà un autre bâtiment. Le hall principal était à moitié éclairé. La réceptionniste de nuit, Sarah Duval, leva les yeux quand elle vit Sophie entrer par la porte latérale de service. À l'expression de la femme de chambre, Sarah comprit immédiatement que quelque chose de grave se passait dans le bâtiment. Sophie traversa le hall sans saluer, appela l'ascenseur de service, monta au 8e étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle trouva le couloir différent. Il y avait 2 hommes du personnel de sécurité postés devant la porte de la suite 814. L'un d'eux était un garde qu'elle avait rarement vu, un jeune homme au regard nerveux. L'autre était un homme plus âgé, à la présence tranquille, qu'elle n'avait jamais vu dans cet immeuble. Sophie s'approcha. Le jeune garde fit un pas en avant et lui bloqua le passage. « Femme de chambre, cette chambre est sous contrôle de sécurité. Sur instruction de la direction, on ne peut pas entrer. Et la cliente, Madame Odette, va bien ? La cliente est transférée dans une autre propriété de la chaîne pour des raisons administratives. Elle est déjà en train d'être notifiée. » Sophie sentit le sang lui monter au visage. Transférée par qui cette nuit, à cette heure? Le jeune garde hésita, allait répondre. Mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, l'autre homme, le plus âgé, celui à la présence tranquille, fit un pas en avant et parla pour la première fois. « Madame Dubois, mon nom est Marc Fournier. Je suis le nouveau chef de la sécurité de nuit du groupe. Je suis arrivé il y a 40 minutes sur ordre direct de Monsieur Beaumont. Cette chambre n'est plus sous le contrôle de la direction de l'hôtel. Elle est sous mon contrôle et la cliente ne va nulle part. » Le jeune garde pâlit. Marc se tourna vers lui avec un calme professionnel. « Je vous invite à vous retirer à votre poste du hall. Votre présence n'est plus nécessaire à cet étage. »
Et s'il vous plaît, informez Monsieur Laurent, s'il vous le demande, que la suite 814 est stable et que la cliente y restera cette nuit. » Le jeune garde acquiesça sans bien comprendre ce qui se passait. Il marcha vers l'ascenseur. Les portes se refermèrent derrière lui. Marc Fournier regarda Sophie avec respect. « Madame, Monsieur Beaumont m'a donné des instructions claires. Vous avez un accès libre à cette suite. Madame Odette est déjà au courant de ce qui s'est passé. Elle va bien, elle vous attend. » Sophie acquiesça. Elle rajusta son tablier, s'approcha de la porte, frappa doucement avec ses phalanges. « Madame Odette, c'est moi. » La voix fragile de l'autre côté répondit aussitôt. « Entre, ma petite, entre. » À l'intérieur de la suite, Madame Odette Moreau était assise sur le canapé du salon, avec une couverture sur les jambes et une tasse de thé entre les mains. Elle avait les cheveux blancs relevés en un chignon impeccable malgré l'heure. Quand elle vit Sophie entrer, elle lui tendit sa main libre avec le calme d'une vieille aristocrate. « Viens, ma petite, assieds-toi là avec moi. » Sophie s'assit au bord du canapé, lui prit la main. Les mains d'Odette étaient fines, froides, anciennes, comme une vieille lettre conservée dans un tiroir. « Madame Odette, ils vous ont fait quelque chose ?»« Non, ma petite, ils ne m'ont rien fait. Des hommes de l'hôtel sont arrivés il y a un moment. Ils m'ont dit que je devais déménager dans une autre propriété du groupe, que c'était pour mon bien. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que c'est ma maison, que je suis ici depuis des années, et que s'ils voulaient me faire partir, ils devaient appeler mon avocat. Ils se sont regardés un instant. Et puis ce nouveau monsieur de la sécurité, celui du couloir, est arrivé. Il leur a demandé de partir, et ils sont partis, ma petite. Sans discuter, comme des chiens qui reçoivent un ordre d'un nouveau maître. Sophie porta sa main libre à sa bouche. L'aîné, lucide comme une lame malgré les années, avait seul soutenu le premier assaut d'Antoine et gagné suffisamment de temps pour que le réseau d'Alexandre la protège. « Madame Odette, je dois vous dire des choses cette nuit, des choses que je n'ai pas pu vous dire avant, des choses qui se sont passées dans cet hôtel depuis des mois et dont je ne vous ai pas parlé parce que j'avais peur. Ma petite, je sais déjà. » Sophie leva la tête, surprise. « Comment dites-vous ?»« Je sais déjà, Sophie, pas tout mais pas mal. Une vieille qui passe des années au même endroit, ma petite, voit des choses, et même si elle ne comprend pas les chiffres des factures, elle comprend quand un directeur la regarde différemment. Je me doutais d'Antoine depuis longtemps, mais comme je me doutais seul, je ne pouvais rien faire. Et parce que toi aussi tu te doutais, ma petite, et je le voyais sur ton visage quand tu entrais dans cette chambre. La seule chose qui me restait, c'était d'attendre que la vie te donne un jour comme aujourd'hui. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Madame Odette, pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ? Parce que tu avais un fils malade, ma petite. Et je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu mettais en péril le gagne-pain de ce garçon. Je suis vieille, Sophie. J'ai déjà vécu. Ton fils commence juste. Je préférais partir de cet hôtel sans faire de bruit plutôt que de voir Léo sans médicaments. » Sophie enfouit son visage dans ses mains. Elle pleura sans dissimuler. Elle pleura pour des années de silence, pour des années de solitude partagée sans le savoir, pour la femme âgée qui avait été prête à tout perdre en silence pour que son fils ne perde rien. « Madame Odette, vous vous souvenez de ma maman ?» L'aîné sourit, un petit sourire ancien qui semblait venir de très loin dans le temps. « Comment ne me souviendrais-je pas, ma petite ? Ta maman Monique était mon amie de cœur. Je l'ai connue quand nous étions toutes les deux jeunes. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Ta maman ne t'avait pas encore toi non plus. Quand tu es enfin arrivée, ta maman m'a dit « Odette, cette petite sera aussi tienne que mienne. » Et je t'ai portée dans mes bras avant presque tout le monde. Quand ta maman est décédée, je lui ai fait une promesse devant son lit, ma petite. Je lui ai promis que tant que je serais en vie, tu ne serais pas seule. C'est pour ça que je t'ai aidé à entrer dans cet hôtel. Et c'est pour ça, ma petite, cette nuit, quand ces hommes ont voulu me faire partir, la seule chose que j'ai pensé a été « S'ils me font partir, Sophie perd la seule personne qui continue de prendre soin d'elle. Ils ne m'auraient pas fait partir. » Sophie s'effondra complètement, s'agenouilla devant le canapé de l'aîné, posa sa tête sur les genoux d'Odette et pleura comme elle ne s'était pas permis de pleurer depuis des décennies. Odette lui caressa les cheveux doucement avec ses mains fines et anciennes, comme elle avait caressé Monique le jour où la promesse avait été faite. « Ma petite, aujourd'hui ta maman, Monique, où qu'elle soit, respire enfin tranquillement pour la première fois depuis de nombreuses années. » À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Antoine Laurent raccrocha le téléphone avec un sourire qui s'était figé à mi-chemin. Le jeune garde qu'il avait envoyé au 8e étage venait de l'informer que le transfert de Madame Odette avait été interrompu par un nouveau chef de la sécurité de nuit appelé Marc Fournier. Antoine n'avait jamais entendu ce nom. Antoine n'avait embauché personne avec ce nom, ce qui signifiait une seule chose.
Alexandre Beaumont de Valois, le propriétaire du groupe. L'homme qu'Antoine croyait endormi dans sa demeure privée de l'autre côté de la ville, avait envoyé un chef de sécurité à lui au 8e étage du Grand Hôtel de la Rose cette même nuit, sans prévenir le directeur général, sans passer par aucun des canaux internes, ce qui signifiait qu'Alexandre savait quelque chose. Antoine se servit un autre verre court du buffet, mais cette fois sa main trembla en le servant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit quelque chose dont il ne se rappelait presque plus le nom. La peur. Il décrocha le téléphone de nouveau, composa le numéro de son neveu, Théo Laurent. « Théo, réveille-toi, nous avons un problème. Tonton, il est presque 3 heures du matin. Réveille-toi. Je t'ai dit que nous avons un problème. » Beaumont a envoyé ses propres gens à l'hôtel cette nuit. Il a mis un chef de la sécurité au 8 étages, qui ne dépend pas de moi. Ils ont arrêté le transfert de la vieille. Quelque chose bouge, Théo, et ça ne bouge pas en notre faveur. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Théo répondit, sa voix sortit plus éveillée qu'elle ne l'avait été de toute la nuit. « Tonton, je sais qui a pu le prévenir. » « Qui ? » « La femme de chambre du 8e étage. Cette femme âgée, celle aux yeux étranges, Dubois. Ça fait un moment qu'elle me donne du fil à retordre. » Antoine resta silencieux. Il serra le verre entre ses doigts. « Théo, j'ai besoin que cette femme n'arrive pas au bureau de Camille Delacroix demain matin. Tu comprends ce que je te dis ? » « Je comprends, tonton. Comment veux-tu que je l'arrête ? Peu importe comment, mais arrête cette femme avant qu'elle n'arrive là-bas. Si Camille entend ce que cette femme de chambre a à dire, demain à 7 heures, toi et moi, nous serons tous les deux en train de signer des déclarations dans un commissariat. » Théo raccrocha. Antoine resta à regarder son verre de liqueur sans bouger. Devant la fenêtre du 12e étage, la ville continuait de dormir. Mais à l'intérieur de ce bureau, en silence, un homme qui pendant des années s'était cru intouchable, venait d'ordonner la seule chose qu'il n'aurait jamais dû oser ordonner. Et une femme qui était à cette heure-là embrassée à une aînée dans la suite 814 n'avait aucune idée que, pendant qu'elle consolait la petite vieille, quelqu'un venait de décider qu'elle n'arriverait pas au bureau de l'auditrice le lendemain matin. Les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer la ville quand Sophie sortit enfin de la suite 814 du Grand Hôtel de la Rose. Madame Odette s'était endormie sur le canapé, avec la couverture sur les jambes et la tasse de thé vide à côté. Marc Fournier, le nouveau chef de la sécurité de nuit, était toujours ferme dans le couloir, dans la posture de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de bouger de là avant l'arrivée de son remplaçant de confiance. Avant de descendre au hall, Sophie sortit son téléphone portable de la poche de son tablier. Le message de Camille Delacroix était toujours là, clignotant sur l'écran. Elle répondit d'une seule ligne. « Je vais à votre bureau tout de suite, maître. J'ai ce que vous m'avez demandé, et bien plus encore. » Camille répondit en moins d'1 minute. « Je vous attends. L'adresse vous sera envoyée sur votre portable dans 30 secondes. Et s'il vous plaît, Madame Sophie, ne prenez pas de taxi à la porte de l'hôtel. Marchez 2 pâtés de maison vers le nord, et prenez en un à partir de là. C'est important. » Sophie lut le message 2 fois. Ce « c'est important » n'avait pas besoin d'explication. L'auditrice savait aussi que quelque chose bougeait dans l'ombre. Elle descendit par l'ascenseur de service. Elle traversa le hall principal en silence. Sarah Duval, la réceptionniste de nuit, leva à peine les yeux quand elle vit la femme de chambre passer. Pendant une fraction de seconde, les regards des 2 femmes se croisèrent dans le hall vide, et dans cette fraction de seconde, Sarah fit quelque chose que Sophie n'avait pas attendu. Elle lui fit un minimum acquiescement de la tête, un petit geste, presque imperceptible, le geste de celle qui se tait depuis des mois, et qui soudain ose faire comprendre, sans mots, qu'elle avait compris tout ce qui se passait. Sophie lui rendit le geste et continua de marcher vers la porte latérale de service. Quand elle sortit dans la rue, l'air de l'aube lui frappa le visage d'un froid pur. Elle se rappela l'indication de Camille. Elle marcha 2 pâtés de maison vers le nord. Les rues du centre à cette heure-là étaient encore presque vides avec les premiers vendeurs ambulants commençant à ouvrir leurs étals sur les trottoirs et une odeur lointaine de café fraîchement moulu sortant d'un kiosque ouvert. 24 heures sur 24. À un demi-pâté de maison du carrefour où elle pensait arrêter un taxi, Sophie remarqua quelque chose. Une voiture sombre garée contre le trottoir d'en face, le moteur allumé et les vitres teintées. Il n'y avait rien de particulier à une voiture garée à cette heure-là dans cette zone, mais il y avait quelque chose dans ce véhicule qui la mit en alerte sans qu'elle sache elle-même pourquoi. Le moteur tournant au ralenti, la position exacte de la voiture devant la sortie latérale de l'hôtel et le conducteur, qu'elle ne pouvait pas voir entièrement à travers la vitre teintée, mais dont la silhouette s'inclinait en avant,
à chaque fois qu'elle faisait un pas. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle se souvint des mots de Camille. C'est important. Elle se souvint des mots d'Alexandre de la nuit précédente. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel de la Rose ne doit être informée. Elle se souvint du visage d'Antoine Laurent, qu'elle avait vu tant de fois dans le couloir du 12e étage, ce sourire facile qui lui avait tant de fois paru excessif, et comprit en une fraction de seconde que la personne dans la voiture d'en face n'était pas un hasard. À quelques pâtés de maison de là, Théo Laurent refermait son téléphone portable à l'intérieur de la voiture qu'il avait garée lui-même devant la sortie latérale de l'hôtel depuis près d'1 heure. Il avait reçu l'ordre de son oncle au milieu de la nuit et était arrivé en un temps record. L'instruction avait été claire. Arrêter Sophie avant qu'elle n'arrive au bureau de l'auditrice, comment il l'arrêtait était son affaire. Théo avait 26 ans, une ambition qu'il confondait avec l'intelligence et la croyance très fréquente chez les complices juniors que le difficile arrivait toujours à quelqu'un d'autre. Il vit Sophie sortir de l'hôtel, la vit marcher vers le nord, alluma le moteur de la voiture, attendit qu'elle avance de 2 pâtés de maison, puis relâcha le frein et commença à se déplacer lentement, en se maintenant toujours à un demi-pâté de maison de distance. Il ne lui ferait rien physiquement. Théo n'était pas ce genre de complice. Son plan était plutôt de l'intercepter dans une rue latérale, de se présenter comme un représentant de l'hôtel avec une enveloppe fermée à la main, de lui offrir une généreuse compensation pour service rendu en échange d'une démission signée à l'instant même, et de la conduire à l'hôtel pour qu'elle signe les papiers devant le notaire ami de son oncle. Le plan était simple, propre, sans scandale et, dans la tête de Théo, totalement possible. Ce que Théo ne savait pas, c'est qu'à 3 voitures de distance derrière sa propre voiture, un autre véhicule le suivait depuis un moment. Une berline noire, sobre, sans signe distinctif. Et à l'intérieur de cette berline, sur le siège passager, voyageait un homme plus âgé à la présence tranquille, qui portait une veste de concierge, mais n'était plus en service. Monsieur Armand Leroy n'était pas rentré chez lui après son service. Il avait reçu sur son téléphone portable il y a 20 minutes un bref message d'Alexandre Beaumont qui disait « Monsieur Armand, si Madame Dubois quitte l'hôtel seule, suivez-la. Marc Fournier est occupé au 8e étage. Ne la laissez pas sans protection. J'envoie une voiture vous chercher dans 5 minutes. » Monsieur Armand avait rangé son téléphone sans répondre. Il avait attendu à la porte de l'hôtel jusqu'à ce que Marc lui fasse un signe depuis le hall pour indiquer que Sophie descendait. Il était sorti par la porte du personnel. La berline l'avait récupéré au coin de la rue, et depuis, le chauffeur, un professionnel de la sécurité du groupe Beaumont, maintenait la distance exacte qui leur permettait de voir la voiture suspecte devant sans être vue. « Monsieur Armand, » dit le chauffeur à voix basse, « celui de devant s'approche de la dame. J'avance. Pas encore. Qu'il montre d'abord sa main. » La berline suivit à distance. Théo accéléra un peu. Sophie, à un demi-pâté de maison plus loin, avait cessé de marcher. Elle était arrêtée devant un kiosque ouvert 24, faisant semblant de regarder les magazines en vitrine, mais en réalité, elle avait son téléphone à la main, composant un numéro que M. Armand ne pouvait pas voir. Le téléphone de M. Armand vibra. C'était elle. « Monsieur Armand, il y a une voiture qui me suit. Je sais, ma petite. Je suis derrière. Restez tranquille. Continuez à marcher comme si vous ne l'aviez pas vu. Au prochain coin de rue, tournez à droite. Ne regardez pas derrière. Je m'en occupe. Monsieur Armand, vous êtes dans la rue. Cela fait 20 ans que Monsieur Beaumont n'a pas demandé de service à ce vieux, ma petite. Je n'allais pas lui faire défaut à la première occasion. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais ne les laissa pas tomber. Elle raccrocha, rangea son téléphone dans sa poche, marcha jusqu'au coin de la rue, tourna à droite comme Monsieur Armand le lui avait indiqué, et puis quelque chose bougea rapidement derrière elle. Théo Laurent vit la femme de chambre tourner le coin. Il accéléra. Quand il tourna, lui aussi, une fraction de seconde plus tard, il trouva la rue différente de ce qu'il avait imaginé. Sophie continuait de marcher, oui, mais de l'autre côté de la rue, garée contre le trottoir, il y avait une berline noire avec la porte passager ouverte et descendant de la berline, avec un calme déconcertant, un homme plus âgé que Théo reconnut aussitôt. Le concierge du hall, le vieux du Grand Hôtel de la Rose. L'homme que Théo avait ignoré pendant des mois chaque fois qu'il entrait dans le bâtiment pour rencontrer son oncle. Monsieur Armand traversa la rue d'un pas ferme, leva la main, non pour menacer, mais pour indiquer. Et quand Théo arrêta la voiture à contre-cœur, Monsieur Armand s'approcha de la vitre du conducteur avec une sérénité que le jeune homme ne lui avait jamais vue. Il frappa 2 coups à la vitre. Théo la baissa. « Jeune Laurent », Théo déglutit. Le concierge le connaissait par son nom. « Que voulez-vous, vieux ? Je veux que vous coupiez le moteur.
que vous sortiez de la voiture et que vous vous asseyiez avec nous dans la berline derrière. Nous devons discuter. Je n'ai rien à dire avec un concierge. Monsieur Armand sourit à peine. Un petit sourire patient, ancien. Ce n'est pas avec moi que vous devez parler, jeune homme. C'est avec Maître Delacroix, qui vous attend dans son bureau depuis 1 heure. Votre oncle vous a envoyé l'arrêté. Elle vous attend. Décidez comment vous préférez arriver à ce bureau, jeune homme. Par vos propres pieds en discutant avec nous ou accompagné par des gens qui ne vous poseront pas 2 fois la question. Derrière la berline noire, au coin de la rue, un autre véhicule était apparu sans que Théo ne le remarque auparavant. Une autre voiture sombre, un autre chauffeur, un autre homme de l'équipe de sécurité du groupe d'Alexandre. Les réseaux que le propriétaire du groupe avait tissés en quelques heures étaient plus denses que Théo ne l'aurait jamais imaginé. Le jeune homme resta à regarder Monsieur Armand en silence, et pour la première fois en cette longue nuit, sur son visage, apparut le geste exact que tant de complices juniors ont quand ils comprennent trop tard que le côté où ils étaient n'était pas le côté qui gagnait. Il sortit de la voiture. Monsieur Armand l'escorta jusqu'à la berline. La porte se referma derrière lui. Sophie, à un demi-pâté de maison plus loin, vit la manœuvre complète par-dessus son épaule. Elle ne s'arrêta pas. Elle continua de marcher vers le carrefour, où elle arrêterait finalement un taxi pour se rendre au bureau de Camille. Mais avant d'appeler le taxi, son téléphone vibra de nouveau. C'était Alexandre. « Madame Sophie, ça va ?»« Je vais bien, monsieur. Monsieur Armand vient de prendre Théo Laurent dans la rue. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Alexandre répondit, sa voix sortit différente. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à la douleur d'un homme qui finissait d'accepter l'ampleur exacte de la trahison qu'il avait vécue sous son propre toit. « Madame, j'ai besoin que vous alliez au bureau de Camille. J'ai besoin que vous racontiez tout et j'ai besoin que vous restiez là-bas jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui à 11h du matin, je vais convoquer le conseil d'administration du groupe Beaumont à une réunion d'urgence dans cet même immeuble. Je veux que vous soyez présente quand nous convoquerons Antoine Laurent à cette réunion. Je veux qu'il vous voie entrer dans la salle. Je veux qu'il sache par votre visage que le silence qu'il a acheté pendant des années vient de se terminer. » Sophie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit ferme. « Je serai là, monsieur. » Elle raccrocha, appela un taxi, monta. Le taxi démarra vers le quartier où Camille Delacroix l'attendait. Mais tandis que le taxi avançait dans les rues qui commençaient à s'éveiller, le téléphone portable de Sophie vibra une fois de plus. Ce n'était pas Alexandre, ce n'était pas Camille, c'était Léo. Sophie répondit. « Maman, il y a quelqu'un à la porte de l'appartement. Ils sonnent à l'interphone. Ils ne veulent pas dire leur nom. Ils disent qu'ils viennent de la part de l'hôtel. » Sophie sentit l'air lui quitter la poitrine. Antoine Laurent venait de bouger la 2e pièce, et cette fois la pièce était son fils. Sophie serra son téléphone contre son oreille avec une main qui ne tremblait plus. Le taxi avançait sur les boulevards qui commençaient à s'éveiller, et la ville prenait la couleur bleu pâle des premières heures. La voix de Léo de l'autre côté de la ligne sonnait sereine, trop sereine pour un jeune homme de son âge, affrontant cela seul. « Maman, tu veux que j'ouvre ? Non, ma vie, n'ouvre pas. Passe-moi le gardien de l'immeuble. Dis-lui que c'est toi qui me parles et passe-moi le combiné. Maman, le gardien n'est pas là. Ça fait un moment qu'il ne répond pas en bas. Celui qui a sonné a parlé par l'interphone directement à la maison. » Sophie sentit sa poitrine se serrer. Le gardien de l'immeuble, Monsieur Jean-Pierre, était à ce poste depuis des années. Qu'il ne soit pas là à l'aube, à son poste du hall, étrange, trop étrange. « Mon fils, écoute-moi calmement. Tu n'ouvres la porte à personne, tu comprends ? À personne. Et tu vas faire autre chose. Tu vas prendre la carte que je t'ai laissée hier soir, celle qui dit AB. Tu vas appeler le numéro qui est au dos. Tu vas dire que tu es le fils de Sophie Dubois et tu vas raconter ce qui se passe en ce moment. D'accord. Je le fais, maman. Reste tranquille. Et Léo. Oui, maman. N'aie pas peur, mon fils. Cette fois, tu n'es pas seul. Sophie raccrocha. Elle composa immédiatement un autre numéro. Alexandre répondit au premier son. Monsieur Beaumont, à la porte de l'immeuble où vit mon fils. Il y a quelqu'un qui dit venir de l'hôtel. Le gardien de l'immeuble n'est pas à son poste, et mon fils est seul là-haut. Il y eut une très courte pause de l'autre côté de la ligne. Quand Alexandre répondit, sa voix sortit sur un autre ton. Pas le ton de l'entrepreneur, le ton de l'homme, qui comprend en une fraction de seconde que la guerre vient de se déplacer de son bâtiment au bâtiment d'une autre personne. « Madame Sophie, donnez-moi l'adresse exacte de votre immeuble. Marc Fournier est déjà en route. Il arrivera avant tout le monde. Faites confiance. » Sophie lui dicta l'adresse d'une voix posée. Elle raccrocha. Le taxi continuait d'avancer vers le bureau de Camille,
Mais Sophie, pendant les minutes suivantes, fut la seule personne du véhicule qui semblait ne pas être à l'intérieur du véhicule. Elle avait le corps sur la banquette arrière. Elle avait la tête divisée entre deux endroits de la ville, l'appartement où son fils décidait s'il ouvrait la porte ou non, et le bureau où une auditrice l'attendait pour entendre la vérité qui allait faire tomber un homme puissant. À quelques kilomètres de là, à la porte de l'immeuble de la famille Dubois, un individu en costume gris insistait à l'interphone, tout en consultant son téléphone portable. Il portait une enveloppe blanche sous le bras, et l'expression professionnelle de celui qui exécute une tâche qui ne l'intéresse pas beaucoup, mais qui paie bien. Il ne savait pas que la personne qui l'avait engagé était la nièce d'Antoine Laurent. D'un côté de l'arbre généalogique, le neveu Théo, dans sa tentative de couvrir la dernière pièce, avait envoyé un coursier externe, avec une enveloppe offrant à la famille Dubois une assistance sociale immédiate, en échange de la signature par la mère d'une petite lettre de démission volontaire de l'hôtel, au moment même de recevoir l'enveloppe. C'était maladroit, c'était désespéré, c'était la dernière cartouche d'un homme qui était déjà en train de perdre. L'individu en costume gris n'eut pas le temps de sonner une troisième fois. Derrière lui, deux voitures sombres s'arrêtèrent sur le trottoir. De l'une descendit Marc Fournier, avec la posture tranquille de l'homme qui passait déjà 12 heures à résoudre des urgences. De l'autre descendit un jeune homme qui portait la carte d'identité visible de l'équipe de sécurité d'entreprise du groupe Beaumont. Marc s'approcha de l'individu, en costume gris. Il lui demanda, sans élever la voix, de s'identifier. L'individu, en voyant les cartes d'identité, tenta de reculer. Marc l'arrêta d'un geste de la main. « L'enveloppe que vous transportez, monsieur, contient des éléments relatifs à un mineur. Cela, dans ce pays, requiert une documentation spéciale. Je vais vous demander de m'accompagner au commissariat du quartier. La plainte est déjà en cours. Si votre intention était de livrer un papier innocent, vous n'aurez pas de problème. Si c'était autre chose, vous n'aurez pas beaucoup de marge pour inventer quelque chose en chemin. » L'individu en costume gris ne répondit pas. Il se laissa conduire vers l'une des voitures sombres. Pendant ce temps, le second homme de l'équipe s'approcha de l'interphone de l'immeuble. Il composa l'appartement des Dubois. La voix de Léo répondit aussitôt. « Oui, jeune Dubois, je suis de l'équipe de monsieur Beaumont. Votre mère nous a prévenus. Nous avons déjà intercepté le monsieur qui a sonné. Tout est sous contrôle. Je vais monter vérifier que tout est en ordre à l'intérieur de l'appartement si vous m'y autorisez. » Léo respira pour la première fois depuis ce qui lui semblait 1 heure. « Montez, monsieur. » Quand le taxi de Sophie s'arrêta devant le bureau de Camille Delacroix, le téléphone portable de la femme de chambre vibra. C'était un bref message d'Alexandre. « Votre fils va bien. L'individu a été intercepté avant de monter. Marc vous enverra des photos de l'opération dès qu'il sera libre. Concentrez-vous sur la réunion, Madame Sophie. La partie difficile d'aujourd'hui n'a pas encore commencé. » Sophie lut le message, ferma les yeux une seconde, paya le taxiste, descendit. Le bâtiment où fonctionnait l'audit interne d'entreprise du groupe Beaumont était un immeuble de bureaux sobres, de marbre gris et de vitres sombres dans un quartier central que Sophie avait souvent vu passer depuis l'autobus, mais où elle n'était jamais entrée. Elle monta par l'ascenseur jusqu'à l'étage où on l'attendait. Les portes s'ouvrirent sur un couloir propre, silencieux, avec des plantes vertes dans de grands pots. Camille Delacroix vint la recevoir en personne. Jeune femme, au pas ferme, au tailleur sobre. Quand elle vit Sophie, elle fit quelque chose que la femme de chambre n'avait pas attendu. Elle la salua avec la même révérence professionnelle qu'elle aurait accordée à une directrice senior. « Madame Dubois, entrez, s'il vous plaît. Nous vous attendions depuis longtemps. » Sophie resta un instant dans le couloir. « Maître, excusez-moi, mais je sais bien qui je suis. Il n'est pas nécessaire que vous me traitiez ainsi. » Camille la regarda dans les yeux et répondit avec un calme qui avait quelque chose de tranchant. « Madame, Alexandre m'a ordonné de vous traiter comme une conseillère senior du groupe, mais je vais vous avouer quelque chose. Quand il m'a donné cet ordre hier soir, j'ai eu un instant seulement, mais je l'ai eu, où j'ai pensé. Quelle exagération, une femme de chambre. Je suis descendu au café de l'immeuble, en vous attendant. J'ai passé 20 minutes à penser à cet instant et je suis remontée honteuse de moi-même, madame, car j'ai compris que la première personne qui avait jugé l'uniforme avant d'écouter était moi. Je suis désolé. Et je vous demande de me permettre de vous écouter maintenant avec l'attention que vous méritez. » Sophie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, elle sourit à peine. Un petit sourire, fatigué, beau. « Je vous remercie de votre honnêteté, maître. Entrons. » Les deux femmes entrèrent dans le bureau. Sur la table de réunion, un dossier était déjà ouvert. À l'intérieur, Sophie reconnut des copies de mouvements de compte de Madame Odette, des listes de frais fantômes et ce qui la surprit le plus,
Des photocopies de documents anciens avec une écriture de machine à écrire qui ne pouvait être autre chose que l'archive personnelle de M. Armand Leroy. Livré cette même nuit, Camille lui tendit une tasse de café, s'assit en face d'elle, alluma un petit enregistreur. « Madame Dubois, commençons par le début. Racontez-moi ce que vous avez vu ces derniers mois sans rien omettre. » Sophie respira profondément et commença à parler. À de nombreux kilomètres de là, dans sa maison privée, Antoine Laurent terminait de se raser devant le miroir de la salle de bain. Il n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à essayer de contacter Théo et le téléphone portable de son neveu restait occupé. Il avait essayé de contacter l'individu en costume gris et il ne répondait pas non plus. Il avait essayé de contacter le jeune garde qu'il avait envoyé au 8 étages la nuit précédente. Et celui-là non plus. Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucune de ses pièces ne répondait. Alors son téléphone sonna. Sur l'écran apparut le nom qu'il attendait le moins à cette heure. Alexandre Beaumont de Valois. Il répondit d'une main ferme. Vieille habileté des hommes habitués à feindre. « Alex, mon cher, il s'est passé quelque chose. » La voix d'Alexandre sortit cordiale, trop cordiale. « Antoine, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui à 11 heures précises à l'hôtel. J'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Rien de grave. Sujet opérationnel. Tu me confirmes que tu es là ? Bien sûr, Alex, j'y suis. Une chose de plus, Antoine. Viens habillé formellement. Il y aura des gens de l'extérieur du groupe. Oui, je serai formel, Alex. Tranquille. Je t'attends, mon ami. Alexandre raccrocha. Antoine resta à regarder le miroir un long moment. Mon ami, le mot lui avait semblé un adieu, mais Alexandre avait toujours été un homme direct. S'il avait suspecté quelque chose de grave, il ne l'aurait pas appelé. Il l'aurait fait chercher. Antoine termina de se raser, enfila l'un de ses meilleurs costumes, prit un café à la hâte et partit en direction du Grand Hôtel de la Rose, avec le même sourire facile qui lui avait ouvert des portes toute sa vie. À 11 heures précises, la salle du conseil d'administration de l'hôtel était déjà pleine. Les membres du conseil, des entrepreneurs plus âgés, des conseillers juridiques historiques du groupe, 2 directeurs régionaux qui avaient volé d'urgence en avion privé, occupaient les places autour de la grande table en chêne. Camille Delacroix était à l'extrémité de la table avec son ordinateur ouvert. M. Armand Leroy était assis contre le mur latéral, serein, une épaisse enveloppe sur les genoux. Marc Fournier était debout près de la porte, les bras croisés. Alexandre Beaumont de Valois présidait la table et au fond de la salle, dans une petite antichambre avec une vitre teintée du côté opposé à l'entrée, un espace conçu à l'origine pour que les assistants de protocole suivent les réunions sans y participer. Sophie Dubois était assise en silence. De cette vitre, elle pouvait voir toute la salle, mais ceux qui étaient dans la salle ne pouvaient pas la voir. À 11h02, la porte de la salle s'ouvrit. Antoine Laurent entra avec son sourire facile, sa veste impeccable, son salut ouvert aux membres du conseil. Il salua Alexandre d'une poignée de main ferme. Il s'assit à la place qui lui revenait à droite du propriétaire du groupe. « Alex, me voici. Racontez-moi l'urgence. » Alexandre le regarda pendant une longue seconde, puis ouvrit un dossier devant lui, le tourna vers Antoine. « Antoine, avant de commencer, regarde ça. » Antoine baissa les yeux. Il vit un premier document, un mouvement bancaire, son nom, sa signature, le compte parallèle. Il leva les yeux, son sourire se figea à mi-chemin. « Alex, ceci peut s'expliquer. » « Je t'écoute, Antoine. C'est un mouvement de trésorerie interne, un prêt intersociété. J'allais t'en parler la semaine dernière, mais... Antoine, tu veux aussi expliquer celui-ci » Alexandre tourna un 2e document, et un 3e et un 4e et un 5e, chacun plus compromettant que le précédent. Antoine, assis à la droite du propriétaire du groupe, vit comment chaque mouvement frauduleux qu'il avait construit pendant des années apparaissait sur la table en chaîne, comme des cartes qu'un joueur bien meilleur venait de poser toutes ensemble. Quand Alexandre tourna le 7e document, la liste complète des prélèvements fantômes sur le compte de Madame Odette Moreau au cours des derniers mois, signé autorisant le prélèvement par Al, Antoine Laurent baissa les yeux et pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne trouva aucun sourire, prêt à offrir. Alexandre ferma le dossier, posa ses mains sur la table. « Antoine, il y a une personne dans cet immeuble qui cette nuit t'a mis à genoux sans te toucher un doigt. Une seule personne, Antoine. La personne que toi et ton neveu avez envoyé arrêter avant qu'elle n'arrive à cette réunion. La personne dont le fils malade a été utilisé comme moyen de pression ce même matin. » Antoine leva la tête. « Alex, quelle personne ?» Alexandre leva la main, fit un geste vers l'antichambre du fond. La porte vitrée teintée s'ouvrit, et Sophie Dubois entra dans la salle du conseil d'administration. Antoine Laurent resta figé sur sa chaise. Il la vit s'approcher lentement, le dos droit,
le tablier de l'hôtel toujours enfilé sur son uniforme, avec les yeux sereins de la femme qui pendant des années avait été invisible dans ses couloirs. Et il comprit à cette seconde que la personne qu'il avait décidé de traiter comme un meuble était la seule personne dans cet immeuble qui n'avait jamais oublié d'être humaine. Alexandre se leva. « Antoine, avant que les avocats et les membres du conseil ne parlent, cette dame va parler, car la première personne qui a le droit de te dire ce que tu as fait, ce n'est pas moi, c'est elle. » Et Sophie Dubois, debout au bord de la table en chêne, face à l'homme qui avait tenté de la faire disparaître ce même matin, ouvrit la bouche pour parler. Sophie Dubois se tenait au bord de la table en chêne. La salle du conseil d'administration du Grand Hôtel de la Rose la regardait en silence. Les membres du conseil, les conseillers juridiques, les directeurs régionaux, des gens qui, dans une autre vie, n'auraient jamais écouté une femme de chambre à une telle table, attendaient avec l'attention immobile qu'on accorde à quelqu'un qui est sur le point de changer l'atmosphère d'une pièce. Antoine Laurent était toujours assis à la droite d'Alexandre. Le sourire facile avait disparu. Il avait sur le visage l'expression d'un homme qui se voit pour la première fois de l'extérieur. Sophie respira profondément. Elle pensa à sa mère Monique, qui l'avait rêvée universitaire. Elle pensa à Léo, qui ce même matin avait ouvert la porte de sa maison à des inconnus sans trembler. Elle pensa à Madame Odette, qui avait tenu seule tête à 2 hommes de l'hôtel, leur exigeant d'appeler son avocat. Elle pensa à Monsieur Armand, qui avait gardé pendant 15 ans une enveloppe, en attendant quelqu'un prêt à la lire. Elle pensa à elle-même, glissant le long du mur du couloir du 8e étage, avec le téléphone du médecin contre l'oreille, et commença à parler. « Monsieur Laurent, j'ai nettoyé votre bureau pendant des années. J'ai nettoyé les verres de la table latérale. J'ai nettoyé la poussière qui s'accumulait sur les cadres des tableaux. J'ai nettoyé les papiers que vous laissiez tomber par terre sans vous baisser pour les ramasser. Je l'ai toujours fait avec respect, parce que ma mère m'a appris que le travail est le travail. Mais il y a eu des choses que j'ai aussi vues, monsieur. J'ai vu de petits comptes qui passaient sous le bureau que vous signiez sans regarder la personne qui les recevait. J'ai vu une femme âgée appelée Odette, qui vit seule dans cet immeuble depuis avant que je n'y entre, recevoir des frais qu'elle n'aurait jamais pu demander. J'ai vu votre neveu, le jeune Laurent, sortir à des heures indues par la porte de service avec un dossier fermé à la main. J'ai vu beaucoup de choses, monsieur. Et pendant des années, je ne les ai pas dites parce que mon fils dépend d'un médicament, et parce que vous, sans le savoir, étiez le propriétaire de mon silence. La salle était dans un silence absolu. Antoine baissa les yeux. Hier soir, il s'est passé quelque chose qui m'a retiré ce silence. Hier soir, un homme que je ne connaissais pas s'est arrêté dans le couloir de mon étage et m'a posé une question que personne ne m'avait posée avant. Et ce matin, ce même homme a pris soin de mon fils quand vous, monsieur, avez envoyé un coursier à la porte de mon immeuble pour acheter ma famille avec une enveloppe. Je ne veux pas parler de moi maintenant, monsieur. Je veux parler de Madame Odette. Parce que Madame Odette est la personne qui est restée seule hier soir dans une chambre face à 2 hommes qui ont voulu la faire sortir de chez elle. Et c'est la personne que vous avez volée pendant des mois, sachant qu'elle ne pouvait pas se défendre. Et à cette personne, monsieur, je ne demande rien pour moi. Je vous demande de lui rendre tout ce que vous lui avez pris jusqu'au dernier centime. Et je vous demande aussi de lui demander pardon en personne, en la regardant dans les yeux, avant que cette salle ne décide ce qu'elle va faire de vous. » Antoine Laurent ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur la table. Camille Delacroix ouvrit son ordinateur. Elle commença à lire à voix haute la liste complète des frais fantômes, autorisation par autorisation, date par date. Le chiffre final, quand il arriva, fut suffisamment élevé pour que 2 directeurs régionaux se portent la main au front. Alexandre Beaumont de Valois se leva, marcha jusqu'à la porte latérale de la salle, l'ouvrit, et Madame Odette Moreau entra. L'aînée marcha lentement, appuyée sur une fine canne qu'elle utilisait rarement en public, mais qu'elle avait décidé d'utiliser ce jour-là pour que toute la salle la voie marcher comme elle marchait. Fragile de corps, intacte d'âme, Marc Fournier l'avait accompagnée en silence depuis l'ascenseur. Madame Odette avança jusqu'au devant de la table en chêne. Elle regarda Antoine. « Monsieur Laurent, mon mari m'a laissé cet endroit comme ma dernière demeure. J'ai fait confiance à cet hôtel, et cet hôtel vous a fait confiance. Je ne sais pas si je vivrai encore de nombreuses années, mais celles qu'il me reste, je ne veux pas les passer à garder de la rancune contre vous. Je vais vous dire la seule chose que j'ai à vous dire, et après je ne vous parlerai plus jamais. Mon mari aurait dit qu'un homme qui vole une vieille femme seule est un homme que personne ne pourra plus aider. J'ajoute une seule chose de ma part. Je vous pardonne non pas parce que vous le méritez, monsieur, mais parce que je ne veux pas porter le poids de ne pas vous avoir pardonné. » Antoine Laurent baissa la tête. Pour la première fois dans cette salle, ses épaules tressaillirent.
Il ne se permit pas de pleurer explicitement, mais quelque chose se brisa en lui qu'il n'avait même pas su être entier jusqu'alors. Madame Odette se retourna, marcha lentement jusqu'à Sophie, lui prit la main et, devant toute la salle, lui dit à voix haute ce qu'elle avait eu toutes ces années. « Ma petite, ta maman Monique, où qu'elle soit aujourd'hui, est fière et moi aussi. » Sophie porta sa main libre à sa bouche. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle tente cette fois de les cacher. Camille Delacroix conduisit à partir de là les procédures. Antoine Laurent fut démis de ses fonctions lors de cette même session. Il accepta, assisté de son avocat, un processus de collaboration qui incluait la restitution intégrale des sommes documentées, la cession de biens couvrant le documenté et la soumission aux conséquences civiles correspondantes. Théo Laurent, le neveu, avait déjà signé au bureau de Camille ce même matin avant le conseil, une déclaration dans laquelle il livrait des détails de l'opération en échange d'un processus réduit. M. Armand Leroy était assis contre le mur latéral, l'enveloppe vide sur les genoux. Pour la première fois depuis 15 ans, son archive cessait d'être un poids silencieux et devenait une justice signée. L'individu en costume gris, intercepté à la porte de l'immeuble de la famille Dubois, avait été remis au commissariat correspondant. Le gardien, M. Jean-Pierre, fut retrouvé enfermé dans le local de service de l'immeuble où il avait été introduit pour le distraire pendant la manœuvre. Il avait un petit coup au front et beaucoup plus peur que de dommages physiques. Alexandre s'occupa personnellement de couvrir le traitement médical du gardien et de sa famille. Avant la fin de la session, Alexandre Beaumont de Valois prit la parole une dernière fois. « Messieurs du Conseil, rien de ce qui s'est passé ce dernier jour n'aurait été possible sans 3 personnes que ce groupe doit nommer à voix haute. Monsieur Armand Leroy, qui a gardé pendant 15 ans l'archive que cette salle vient de lire. Madame Odette Moreau, qui a attendu seule, affrontant cette entreprise parce qu'elle croyait en une femme qui portait dans ses bras une fille qui n'était pas la sienne. Et Madame Sophie Dubois, qui cette nuit a ouvert une porte que moi, propriétaire de ce groupe, j'avais gardée fermée par peur pendant des années. À tous les 3, nous devons quelque chose qu'aucun salaire ne paye. Ce que nous pouvons faire, c'est ne pas faire semblant que cela ne s'est pas produit. » Alexandre respira et continua. « À partir d'aujourd'hui, dans chaque hôtel du groupe Beaumont, il existera une nouvelle figure, le défenseur du client vulnérable. Sa mission sera de protéger les clients âgés, les clients seuls, les clients en situation fragile, contre toute irrégularité commise par le propre personnel de l'hôtel. Ce défenseur aura une autorité directe sur la direction de chaque propriété et rendra compte à la présidence du groupe sans passer par aucune direction intermédiaire. La première défenseur du client vulnérable du groupe Beaumont sera Madame Sophie Dubois. » Sophie leva la tête, surprise. « Si elle accepte, » ajouta Alexandre, « avec une rémunération digne, une équipe à sa charge et la couverture permanente du traitement médical de son fils par l'intermédiaire de la fondation d'entreprise, sans condition jusqu'au dernier jour de besoin médical de ce garçon. » La salle resta silencieuse, puis quelqu'un applaudit, puis un autre, puis toute la salle. Ce n'était pas un applaudissement protocolaire, c'était autre chose. Sophie regarda Madame Odette, regarda Monsieur Armand, regarda Alexandre. « J'accepte, monsieur. » Quelques semaines plus tard, un matin ordinaire, le hall du Grand Hôtel de la Rose se réveilla avec une petite plaque de bronze sur le mur latéral, près du comptoir de Monsieur Armand. La plaque n'avait pas de nom propre écrit, elle portait seulement une phrase gravée en lettres simples. « Dans cet hôtel, aucun client n'est seul. Dans cet hôtel, aucun employé n'est invisible. » Monsieur Armand Leroy la nettoya personnellement chaque matin jusqu'au dernier jour de sa vie professionnelle. Il prit sa retraite quelque temps après avec une petite cérémonie intime dans le hall. Alexandre lui offrit une indemnité extraordinaire. Monsieur Armand accepta la moitié et demanda que l'autre moitié soit destinée à la fondation de médicaments pédiatriques que l'hôtel soutenait déjà avec le cas de Léo. Il vécut ces dernières années à écrire des lettres à ses petits-enfants, à lire de vieux livres et à visiter Madame Odette dans sa suite tous les 15 jours. Madame Odette Moreau reçut la restitution intégrale de chaque euro qui lui avait été soustrait, mais ne garda presque rien de l'argent. Elle le destina en totalité à une fiducie au nom de Léo Dubois pour ses futures études universitaires. Quand Sophie tenta de refuser, Madame Odette lui prit les 2 mains sur la table de la suite 814 et lui dit avec la lucidité intacte de ses 73 ans, « Ma petite, ta mère Monique m'a fait promettre que tant que je vivrai, tu ne serais pas seule. J'ai tenu cette promesse avec toi toute ma vie, mais maintenant c'est à mon tour de la tenir avec ton fils. Laisse-moi la tenir, ma petite. Ne me l'enlève pas. » Sophie ne put répondre, elle posa seulement sa tête sur l'épaule fragile de l'aîné. Antoine Laurent respecta intégralement l'accord de restitution. Il perdit sa maison,
Il perdit son nom dans le milieu hôtelier. Il perdit le cercle social qu'il avait soutenu pendant des décennies. Son neveu Théo Laurent, en revanche, prit un chemin différent. Après avoir fait face à la justice, il s'inscrivit à un programme universitaire sur l'éthique des affaires, et quelque temps plus tard, il envoya à Sophie une brève lettre manuscrite dans laquelle il lui demandait pardon sans rien demander en retour. La lettre arriva au nouveau bureau de Sophie, au siège social du groupe. Elle la lut 2 fois, la rangea dans un tiroir, n'y répondit pas, mais ne la déchira pas non plus. Il y a des pardons qui ne sont pas accordés avec des mots, pensa-t-elle, mais qui ne sont pas non plus refusés par le silence. Camille Delacroix fut confirmée comme directrice de la conformité du groupe Beaumont pour toutes les propriétés du pays. Elle reformula les protocoles de gouvernance interne. Elle présenta l'affaire Beaumont à un congrès international d'audit d'entreprise comme référence éthique et ne jugea plus jamais, même un instant, l'uniforme avant d'écouter la personne. Marc Fournier resta chef permanent de la sécurité d'entreprise. Sarah Duval, la réceptionniste de nuit, fut promue coordinatrice générale du service de nuit après avoir remis à Camille, le lendemain du conseil, un carnet de notes sur des mouvements étranges qu'elle avait observés pendant des mois, sans oser les dénoncer. Quand Sophie lui demanda pourquoi elle n'avait pas parlé avant, Sarah lui répondit les yeux brillants. « Parce que jusqu'à cette semaine, madame, je ne savais pas que dans cet immeuble on pouvait parler. » Un matin, déjà à une autre saison, Sophie Dubois arriva tôt au siège social du groupe Beaumont. Elle avait une réunion avec l'équipe du défenseur à la première heure. Avant de monter au bureau, elle s'arrêta dans le hall de l'immeuble. Sur le mur, près du comptoir, une plaque de bronze plus grande avait été installée le mois précédent. Elle portait les noms des clients âgés et seuls que le défenseur protégeait actuellement dans chaque propriété du groupe. Le premier nom de la liste en lettres simples disait « Madame Odette Moreau, suite UI114, Grand Hôtel de la Rose ». Sophie passa les doigts sur le bronze, puis monta. Dans son bureau l'attendaient 2 choses. Une tasse de café préparée par sa secrétaire, qui avait appris en quelques semaines à ne pas l'appeler Madame la directrice, car Sophie insistait pour être appelée par son nom. Et sur le bureau, une enveloppe fermée avec le sceau de l'université publique de la ville. À l'intérieur, une lettre d'admission à la faculté de médecine adressée à Léo Dubois. C'était une démarche qu'elle avait accompagnée avec son fils pendant des semaines. La lettre était arrivée ce même matin. Sophie ouvrit l'enveloppe avec précaution, lut la première ligne, porta sa main libre à sa bouche, et pour la première fois dans cette nouvelle vie, elle pleura sans retenir son visage, sans s'excuser auprès de personne, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de son fils. « Ma vie, maman, c'est arrivé, c'est arrivé. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis la voix de Léo sortit ferme. « Ça y est, maman. Quand je serai médecin, je soignerai gratuitement les enfants des femmes qui nettoient des immeubles comme le tien. Je te le promets, maman. » Sophie ne put répondre immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit douce. « Mon fils, ta grand-mère Monique te regarde aujourd'hui, et elle sourit. » Elle raccrocha. Elle marcha jusqu'à la fenêtre du bureau. Elle regarda la ville en bas, s'éveillant. Elle sortit de la poche de sa veste une petite carte ancienne à l'écriture déjà effacée, qu'elle avait conservée depuis la première nuit, pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. « A.B. » Elle la relut, la rangea et dit à voix haute en regardant la ville, une seule phrase pour elle-même et pour tous ceux qui n'étaient plus là. « Maman, Madame Odette, me voici et je ne me taillerai plus jamais. Il y a ceux qui croient que le propriétaire d'un lieu est celui qui signe les chèques, celui qui a la clé maîtresse, celui qui entre dans l'immeuble avec la veste impeccable et le salut cordial. L'histoire de Sophie Dubois existe pour nous apprendre le contraire. Le véritable propriétaire d'un lieu est celui qui en prend soin quand personne ne le regarde. Celle qui nettoie avec respect la chambre d'une femme âgée seule et la traite comme une mère. Le vieux concierge qui garde en silence pendant 15 ans une enveloppe qui ne lui appartient pas. La femme de chambre qui ose prononcer un nom à voix haute, sachant que ce nom peut tout lui coûter. Ceux qui humilient les autres en croyant que l'uniforme définit l'être humain, oublient toujours la même chose. Parfois, la personne qui en sait le plus sur l'endroit où l'on croit commander est la personne à qui l'on n'a jamais rien demandé. Et quand cette personne décide enfin de parler, elle n'a pas besoin d'élever la voix, elle a juste besoin d'un appel au milieu d'un couloir et d'un monde entier qui, sans savoir pourquoi, baisse sa garde pour l'écouter. Fin du fichier texte. Plein.